Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 8 avril au sommaire de votre JT cette semaine. Cette semaine, le Collège Saint-Exupéry accueille l'édition 2022 de sa Semaine des langues. Vélizy TV était sur place pour l'ouverture. Vélizy TV est allé à la rencontre d'Alexandre et Yulia, un couple vélizien franco-ukrainien. Peu de temps après le début du conflit, Alexandre a parcouru 1500 km pour rapatrier une partie de la famille de Yulia, sa femme ukrainienne. Document inédit, les équipes de Vélizy TV ont eu le privilège d'être invitées au sein de la base aérienne de Villacoublay à la rencontre des faucons et autres rapaces qui peuplent la base 107. Au gré des sonneries, repas, espaces de déambulation transformés en surface d'exposition, du 4 au 8 avril, les langues italiennes, espagnoles, anglaises et allemandes ont été mises à l'honneur au sein du Collège Saint-Exupéry. Au Collège Saint-Exupéry, on a eu le label Euroscol pour toutes les initiatives de notre collège en faveur des langues. Et donc c'est dans ce contexte-là que s'inscrit cette Semaine des langues, lors de laquelle chaque jour une langue enseignée au collège est mise à l'honneur. Dans le cadre de la semaine de l'ouverture des langues, tous les élèves de 6e et 5e ont pu travailler sur l'hymne européen, l'Ode à la joie ou encore Hymne à la joie, composé par Beethoven au tout début du 19e siècle. Quelques élèves l'ont également appris en anglais, en allemand, en espagnol et en italien pour ouvrir la semaine des langues. Importantes de los Juegos Olímpicos. ¿Cuáles son los colores? Y es azul, amarillo. Cada color representa un continente. Lors de cet EPI, les élèves sont amenés à pratiquer l'espagnol en EPS. Depuis le début de l'année, on fait des séquences autour du sport et des valeurs universelles du sport et des Jeux Olympiques. Nous préparons avec les troisièmes des affiches sur les Jeux Olympiques Paris 24. On a presque l'ambition de les présenter aussi au comité olympique, on ne sait jamais. Zweite Aktivität über Essgewohnheiten, die chaque année, les 4e LCE ont la chance de pouvoir aller rencontrer des correspondants allemands. Alors on a avec la crise du Covid évidemment pendant 2 ans, ça a été gelé, mais là on va pouvoir repartir en juin. Et pour les 2 années précédentes, on avait transformé un peu notre échange en échange virtuel et on a gardé quelques éléments, comme vous voyez aujourd'hui avec les tablettes, pour pouvoir de façon asynchrone déjà être en relation avec les correspondants allemands et déjà se découvrir. Les Français ont présenté des particularités françaises, les Allemands des particularités allemandes. Les cours ici pour nous en France, ça dure 55 minutes, 1 heure, c'est peut-être un peu long. Et chez eux, c'est 40 minutes. Et ils ont un emploi du temps que souvent ils finissent à 13h, 14h au plus tard. So you did one in French, one in English? Voilà, c'est bon. So you can actually create 3 questions. Question about music, French cinema, French, I would say heritage, French food, okay? And they will do the same for us. So you will receive the quiz about Canada next week. Alors le test Evalangue, c'est un test de positionnement donc en anglais qui évalue donc 3 compétences, la compétence de compréhension écrite en anglais, compétence de compréhension orale et tout ce qui est activité langagière, de grammaire et de vocabulaire. C'est la première fois qu'ils le passent tous et ça permettra de voir justement le niveau de compétence des élèves sur l'ensemble de la France. Cette année, on a mis en place un projet sur 2 classes de 4e autour de la pratique des sports US et centré particulièrement sur l'événement de la March Madness qui constitue les finales des championnats universitaires de basket aux États-Unis. Les élèves ont recréé un tournoi à l'image du March Madness dans l'établissement. Donc ils faisaient des matchs, ils faisaient des sélections, ils ont fait des mercatos, etc. Donc en fait, ça leur permet de faire des liens entre les différentes matières et ça a beaucoup plus de sens pour eux. Mais déjà, on a pu apprendre les termes en anglais, les commentaires de match, comment ils faisaient. On a pu apprendre du coup les postes de baseball, catcheur, lanceur. Après, arbitre, un petit peu. En même temps, en français, ils ont parlé un petit peu des universités américaines. Ils ont choisi une université qu'ils parrainaient, etc.
J'ai sélectionné l'université d'Auburn parce que j'ai regardé avant de les sélectionner sur l'ESPN, voir lesquels étaient le mieux classés. ¿Qué persona vas a trabajar? Tatiana Calderón. Perdón. ¿Y de qué países? Colombiana. Es colombiana, d'accord. Dans ce mois de mars, en honneur à la Journée internationale des droits des femmes, j'ai proposé une séquence aux élèves de 3e où nous travaillons sur des personnalités qui ont marqué l'histoire, des personnalités féminines bien sûr, qui ont marqué l'histoire et leur époque dans le monde hispanique. Tout d'abord, on peut trouver des inventeurs de génie comme Léonard de Vinci, Marco Polo, Michel-Ange, et on peut aussi trouver des inventions comme la moka, le téléphone, le plastique. Contrairement aux croyances populaires, le téléphone n'a pas été inventé par Graham Bell, mais par Antonio Meucci en 1870. Ensuite, nous avons l'hélicoptère, qui a été inventé par Corradino d'Ascanio et Enrico Forlanini en 1930. Corradino d'Ascanio qui a d'ailleurs aussi inventé la Vespa. Fin février, les bombes russes ont commencé à bombarder l'Ukraine, obligeant des millions d'Ukrainiens à fuir leur pays. Alexandre, marié à Yulia, ukrainienne et arrivée en France il y a une dizaine d'années, a parcouru 1500 km pour rapatrier une partie de sa belle famille. Rencontre. Yulia est française d'origine ukrainienne. Il y a 2 semaines, sa belle-sœur, Miroslava, et son fils de 16 mois sont arrivés en France pour fuir le conflit russo-ukrainien. Yulia, Miroslava et leur famille sont originaires de Zaporijia, ville où se trouve la plus grande station nucléaire du pays, bombardée dans la nuit du 3 au 4 mars par l'armée russe. Pour Yulia, retrouver sa belle-sœur et son neveu est un soulagement. J'étais soulagée parce que pendant plusieurs jours, je ne pouvais pas dormir, surtout après que la guerre a éclaté à Kiev. Pendant une nuit, jusqu'à ce que mon père il arrive pour les récupérer de Kiev, parce qu'en fait ils étaient bloqués à Kiev et ils ne pouvaient pas partir. Il n'y avait pas de voiture, pas de train, pas de bus, aucun moyen de transport. J'ai prié toute la nuit et une fois j'ai su qu'ils sont partis, j'étais soulagée. Mais 24 heures plus tard, j'ai appris au fait au moment de départ, il y avait 2 missiles qui ont explosé. Un dans le ciel. Heureusement, ça n'a pas touché la voiture. Et le deuxième, il a touché l'immeuble voisin. Donc, quand il partait, il y avait même la vague de ce missile qui tremblait. Et j'étais sous le choc. Mais bon, j'étais soulagée. Une fois elle était arrivée, je me suis dit, au moins, il y a une partie de ma famille qui est là. Même si j'étais inquiète pour mon frère et mon père qui restent encore en Ukraine. Si Olga, la mère de Yulia, est arrivée à Vélizy avant le début des combats en Ukraine, Miroslava a fui son pays quelques jours après les premiers bombardements. C'est Alexandre, un Français, marié depuis plusieurs années avec Yulia, qui est allé chercher une partie de sa belle famille. Donc l'aller-retour depuis Vélizy, c'est 3000 km, donc 1500 aller, 1500 retour. Nous, on a préféré partir vers la frontière slovaque pour éviter la frontière polonaise. En fait, tout le monde parlait de la frontière polonaise. C'est sûrement plus facile d'accès depuis Kiev, il y a des trains. Donc on a voulu vraiment éviter le monde et aller à un endroit où c'est facile, en fait, pour traverser, pour pas qu'eux, ils attendent. Et je pense que ça a été une bonne idée parce qu'ils sont passés assez rapidement. C'est la campagne, il n'y a vraiment rien, c'est une toute petite route, c'est pas du tout une autoroute là où on est passé. Et moi, tout ce que j'ai vu, c'est voilà, un grand gymnase, ça ressemblait à une école. Donc moi, je suis resté à l'extérieur, il y avait plein de familles, des enfants, des femmes, et on sentait qu'il y avait beaucoup de monde. Mais c'était le début, c'était plutôt bien organisé. Mais je pense que plus on reste là, moi, c'est pas bon de rester. Mon but, c'était de les prendre avec moi et de les ramener tout de suite. Le futur retour en Ukraine, ils y pensent forcément. Le père de Yulia, son frère et le reste de sa famille sont restés en Ukraine. Les communications n'étant pas coupées, ils parviennent à se donner des nouvelles assez facilement. Mon père et mon frère, aujourd'hui, ils sont à l'ouest de l'Ukraine. Ils sont dans un centre où ils trient les choses, l'aide humanitaire qui arrive de l'Europe vers l'ouest. Et ensuite, de l'ouest, ils dispatchent tout ça dans les villes différentes comme à Kharkiv, Kiev, Zaporijia, même Donetsk.
En attendant des jours meilleurs, Olga, Miroslava et son fils resteront chez Yulia et Alexandre. La solidarité n'attend pas pour aider les familles en Ukraine. Saviez-vous que les faucons pèlerins peuvent atteindre une vitesse en piqué de 425 km/h? Et saviez-vous que ces faucons et d'autres rapaces sont utilisés au sein de l'armée de l'air pour sécuriser l'atterrissage et le décollage des avions? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Comme tous les matins, Louana chausse les gants pour s'occuper des rapaces qui peuplent la fauconnerie de la base de Villacoublay. Je suis la caporale Louana et je suis opérateur de prévention du péril animalier au sein de la fauconnerie de la base aérienne 107 de Villacoublay. Louana fait partie de la section de prévention du péril animalier, la SPPA. Leur rôle, sécuriser le décollage et l'atterrissage des avions sur la piste en prêtant attention à ce qu'aucun oiseau ou animal au sol ne viennent perturber les manœuvres du pilote. Un fauconnier, c'est la personne qui va s'occuper de rapaces. Donc ça va être le soin, ça va être la pesée du matin, ça va être le nourrissage, ça va être de faire voler son oiseau aussi, ou pas. Et ça va être de vérifier que son oiseau aille bien tous les jours, l'observer et faire en sorte qu'il aille bien. La fauconnerie de la base aérienne 107 est habitée par différentes espèces de rapaces, aux caractéristiques bien différentes. Donc là on est sur une buse de Harris, donc c'est pas une espèce qui est emblématique en France, qu'on n'a pas en France. C'est une espèce qui vient d'Amérique centrale et Amérique du Sud. Et du coup, c'est un animal qui est hyper intéressant parce qu'en fait, au niveau du comportement, il a le même comportement social que les loups. C'est-à-dire qu'ils travaillent en groupe, ils chassent en groupe, ils élèvent les petits en groupe. Et pour nous, c'est très intéressant de travailler avec eux. À côté de la buse, on compte également le faucon pèlerin, une espèce réputée pour être l'oiseau le plus rapide du monde, atteignant des piquets à plus de 400 km/h. Le faucon pèlerin qu'on a chez nous, c'est un oiseau qui fait à peu près 1 mètre d'envergure, qui a du coup des pointes une pointe en piqué qui a été enregistrée à 425 km/h. Peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a plus. C'est un oiseau qui monte en thermique, qui monte très haut. Donc il va monter à 500 mètres d'altitude. Donc lui, avec à cette hauteur-là, on ne le voit plus même avec des jumelles. Donc, rien qu'avec son ombre en fait, ou juste la forme de l'oiseau, les proies savent qu'il y a un danger sur la plateforme. Et rien que ça, en fait, ça effarouche énormément. Mais alors, comment agissent ces rapaces sur le terrain? Lui, il va uniquement travailler sur des proies qui sont déjà au sol, envoyer du point du fauconnier. Et donc nous, on travaille depuis un véhicule. Avec la vitesse du véhicule, on envoie l'oiseau et il va tomber sur la proie. Donc soit ça fonctionne et il prend la proie, soit ça ne fonctionne pas et il fait juste peur à l'oiseau ou au lapin. Et dans ce cas-là, la mission est aussi réussie parce qu'il a fait peur à cet animal-là et cet animal-là se dit « il y a un danger sur cette plateforme ». Voilà. Ces oiseaux-là ne travaillent pas sur des proies qui sont déjà en l'air, contrairement au faucon pèlerin qui, lui, va monter en thermique et pouvoir travailler sur des proies qui sont déjà en vol. De vrais alliés pour assurer la sécurité sur les pistes, mais une relation loin de celle du chien et de son maître. Nous, on s'attache quand même à eux, forcément, parce qu'on les voit arriver, on les voit grandir, on les voit évoluer. Donc forcément, oui, il y a cet attachement de notre part, mais par contre, pour eux, il n'y a pas nécessairement cet attachement. On n'oublie vraiment pas qu'ils sont sauvages et qu'il faut quand même avoir une distance avec eux relationnelle. Votre JT touche à sa fin. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Et d'ici là, prenez soin de vous.